À l'instar de la communauté internationale, le Bénin célèbre la 22e édition de la Journée mondiale des réfugiés. Instituée par la résolution 55-76, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 4 décembre 2000, cette journée a pour vocation de célébrer le courage et la persévérance des personnes forcées de fuir leur pays d'origine pour se rendre dans un autre pays afin de sauver leur vie. Le thème retenu pour l'édition 2023 est intitulé « De l'espoir loin de chez soi ». Ce thème exhorte les pays d'asile à redonner espoir aux réfugiés et me permet d'admirer l'engagement de notre pays, le Bénin, pour la protection des réfugiés. Dans cette perspective, et au cours de l'année 2022, le président de la République a posé un acte fort et empreint d'espoir pour les réfugiés dans notre pays. Il s'agit de la promulgation par lui, le 20 décembre 2022, de la loi 2022-31 portant statut des réfugiés et apatrides au Bénin. Et l'entrée en vigueur de ces textes classe notre pays parmi les 2 premiers de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à avoir légiféré à la fois sur la protection des réfugiés et des apatrides. Pour marquer l'édition 2023 de la Journée mondiale des réfugiés, mon département accordera au nom du gouvernement un appui financier symbolique d'un montant de 50 000 francs CFA par ménage pour un nombre de 60 ménages de réfugiés parmi les plus vulnérables pour les activités génératrices de revenus. Conseil d'administration parce que c'est important. Conseil d'administration parce que nous avons mis en place une structure importante, les universités qui sont devenues de véritables entreprises de formation. Il faut une instance pour les accompagner, une instance pour s'assurer de ce que les objectifs sont en train d'être mis en place, mis en œuvre. C'est vrai, les universités publiques ont été dotées du conseil d'administration parce qu'on s'est rendu compte que la gestion des universités était un peu trop unilatérale, confiée uniquement aux enseignants du supérieur. Et on a comme l'impression qu'il n'y a pas un ordre qui est donné de quelque part. Donc, pour corriger un peu ce dysfonctionnement, l'État a pensé qu'il faut avoir un œil là-dessus. Donc l'État veut avoir son œil sur la façon dont les universités sont gérées et donc a décidé de mettre en place les conseils d'administration, donc qui sont les organes de gouvernance. Donc les conseils d'administration, comme tout conseil d'administration, est l'organe de décision. Nous avons comme véritable innovation à ce niveau que désormais on regarde de plus près ce à quoi le budget de l'université est destiné. Ce n'est plus comme pour dire par le passé que la majorité ou la majeure partie du budget n'est plus consacrée au fonctionnement. Désormais, on insiste sur les investissements, l'académie et la qualité de la vie de l'étudiant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour ajouter de la valeur à la formation pour que l'enfant soit plus employable une fois sorti de l'université. Ils ressentent les bienfaits de cette réforme au niveau de la direction des aides universitaires et des allocations. En ce sens qu'avant, il ne leur est pas permis ou possible de pouvoir disposer de leur allocation simplement après leurs inscriptions. Et l'un des résultats les plus importants, je dirais encore cette année, c'est que nous avons réussi à nous approcher de l'idéal souhaité par le gouvernement, à savoir payer en temps réel, du moins après les inscriptions, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'écart entre la date de clôture des inscriptions et le délai de paiement des premières années. Le transport, vous avez vu, suivi avec nous, il y a eu quelques difficultés parce que les bus étaient vieux.
mais avec la vision du chef de l'État qui a voulu qu'on renouvelle rapidement. Donc cette flotte au niveau des étudiants, c'est déjà également assez avancé. Et nous allons, dès que l'identification des prestataires est faite, nous allons pouvoir revenir vers les universités, surtout vers les étudiants pour mieux les accompagner. Il faut qu'ils sachent que leur avenir, c'est ce qui nous intéresse. Il n'est pas possible d'aller se livrer à des projets parce qu'on veut juste gagner vite, parce que juste on veut arnaquer. Non, ça n'amène nulle part, ou non, que ça n'amène qu'aux ennuis, ce que nous ne voulons pas. Mesdames et messieurs, au rang des chantiers majeurs de notre Union, le développement des infrastructures performantes de transport et de transit occupe une place centrale. En effet, le lien entre infrastructures routières et développement économique n'est plus à démontrer. Aussi, tout en poursuivant l'objectif de l'élargissement soutenu du réseau routier au sein de notre Union, nous devons préserver notre patrimoine routier acquis à grands frais. À cet égard, la pleine application à partir du 1er janvier 2024 du règlement relatif aux charges à l'essieu doit constituer un impératif absolu pour nos États. Par ailleurs, convaincu que l'énergie, l'économie numérique et le commerce intra-africain constituent des leviers importants de croissance pour notre Union, j'accompagnerai la Commission et la BOAD dans leurs efforts de mobilisation des partenaires au développement pour le financement de la stratégie de développement des pôles énergétiques, SDPE, du Programme régional de développement de l'économie numérique, PRDN, du plan directeur de l'aménagement des corridors de l'anneau de croissance, CACAO, du schéma de développement de l'espace régional, SDR. Mesdames et messieurs, au plan institutionnel, l'accent sera mis sur 4 réformes majeures en 2023. Il s'agit de, premièrement, la poursuite de la réforme sur l'adoption de la monnaie unique de la CEDEAO, dont des avancées notables ont déjà été enregistrées. Sur ce dossier d'importance stratégique, il serait important d'assurer la coordination du point de vue des États membres et des institutions régionales concernées de l'Union afin d'adopter une position commune et préserver les acquis de l'UMOA, dans la perspective de l'adhésion en bloc à la future zone monétaire unique de la CEDEAO, bien sûr. Deuxièmement, la ratification par tous les États de la communauté de l'accord de coopération monétaire entre le gouvernement des États membres de l'UEMOA et le gouvernement de la République française au cours de l'année 2019, afin d'en assurer une mise en œuvre effective. Troisièmement, l'amélioration de la gouvernance de la Cour des comptes. La réforme que je propose vise à changer la composition en 2 groupes de 4 conseillers au sein de la Cour, selon un mode de succession d'un mandat de 6 ans non renouvelable. L'objectif, en l'occurrence, est d'assurer l'efficacité et la célérité de la Cour afin de renforcer son rôle de contrôle des organes. Quatrièmement, l'amélioration de la revue des réformes, programmes et projets communautaires à l'issue de son évaluation. Il s'agira d'instaurer une revue politique biannuelle des réformes et programmes communautaires afin de donner aux États membres plus de temps matériel pour la mise en œuvre des engagements en matière d'internalisation des textes communautaires, la chaîne d'adoption des décisions étant relativement longue et variante d'un État à l'autre. Cap sur l'Arabie Saoudite pour le milieu de terrain français N'Golo Kanté. Le club Al Ittihad a annoncé mercredi avoir recruté le champion du monde 2018 qui va rejoindre son compatriote Karim Benzema. Kanté quitte la Première Ligue après 7 ans à Chelsea. Il reste toutefois un cadre des Bleus. Éloigné des terrains pendant plus de 6 mois, il a vécu une saison très perturbée à Chelsea en raison de multiples blessures, notamment aux ischio-jambiers, puis un adducteur.
Après avoir signé début juin un pré-contrat pour 3 ans avec Al Ittihad, le club saoudien a naturellement conditionné son recrutement définitif à des examens médicaux. Chose faite, il sera bel et bien un tigre la saison prochaine. Je suis heureux de jouer à nouveau avec toi et bien sûr dans la meilleure équipe d'Arabie Saoudite. S'est réjoui le Ballon d'Or 2022 qui a récemment signé un contrat de 3 saisons avec Al Ittihad. Les transferts de vedettes mondiales du football témoignent de l'ampleur des ambitions sportives de la monarchie saoudienne qui envisage de se porter candidate pour organiser la Coupe du Monde 2030 et les Jeux Olympiques. Accusé d'avoir joué un rôle majeur dans le génocide au Rwanda, Fulgence Kayishema, 62 ans, va demander l'asile en Afrique du Sud. Arrêté le mois dernier près du Cap après une cavale de 22 ans, le ressortissant rwandais a transmis sa demande à son avocat mardi. Ce dernier a précisé à l'issue d'une audience devant le tribunal du Cap que l'accusé craignait pour sa vie s'il est extradé. Le parquet a confirmé sa requête, ajoutant qu'il renonçait à sa demande de mise en liberté sous caution. Fulgence Kayishema serait l'un des 4 derniers fugitifs recherchés pour leur rôle dans le génocide en 1994 de 800 000 Rwandais, en majorité Tutsis, par des extrémistes Hutus. Il doit répondre de nombreux chefs d'inculpation liés à son séjour irrégulier en Afrique du Sud. La prochaine audience aura lieu le 18 août au Cap. Actuellement en visite officielle au Portugal, le président sénégalais Macky Sall a abordé à l'issue d'une cérémonie d'accueil officielle et d'une rencontre aujourd'hui avec le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa la question de la démocratie au Sénégal. Sall a assuré que l'engagement du pays envers la démocratie se poursuivra. La démocratie, elle offre la liberté à tous ceux qui vivent en son sein. Mais en même temps, elle doit faire face aux ennemis de la démocratie qui profitent de la démocratie, de ses principes, de sa protection. Le Sénégal se réjouit d'être et de demeurer un État démocratique. Notre marche depuis l'indépendance en 1960 jusqu'au moment où je vous parle est une marche élogieuse en matière de démocratie et de droits de l'homme. Et cela va continuer, malgré ceux qui tentent de peindre sous des couleurs sombres cette démocratie. Ces dernières semaines, Dakar a vu des affrontements meurtriers éclater entre la police sénégalaise et les partisans du chef de l'opposition et 3e des dernières élections présidentielles, Ousmane Sonko. Les heurts ont éclaté après la condamnation de Sonko à 2 ans de prison pour corruption de jeunes. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le premier ministre néerlandais Mark Rutte et son homologue danoise Mette Frederiksen ont lancé ce lundi à Pretoria un fonds d'hydrogène vert d'$1 milliard. Avec ses énormes ressources renouvelables, l'Afrique du Sud est particulièrement bien placée pour devenir un acteur clé sur le marché mondial de l'hydrogène. Les Pays-Bas sont également bien placés pour devenir un partenaire stratégique, d'abord en tant que partenaire du développement local, dans les domaines des énergies renouvelables, de l'hydrogène et des infrastructures, mais aussi en tant que pivot des importations d'hydrogène. Ramaphosa a salué les efforts du Danemark et des Pays-Bas, affirmant que leurs investissements dans les énergies renouvelables seraient bénéfiques pour les 3 pays. Les engagements qui ont été pris lors de cette visite sont très importants pour nos 3 pays. Ils donnent un aperçu de ce que l'Afrique du Sud a à offrir et permettent des échanges directs au sujet de la meilleure façon de collaborer sur les nombreuses opportunités disponibles. Le plan de transition énergétique de l'Afrique du Sud vise à mettre en place un pôle d'exportation d'hydrogène vert et à utiliser des énergies renouvelables sans produire d'émissions de gaz à effet de serre.
L'école Ubuntu Pathways a été fondée il y a 24 ans dans la ville de Gbera en Afrique du Sud pour offrir aux enfants issus de milieux difficiles une opportunité de réussir à l'école et dans la vie. Son fondateur Jacob Leaf espère aider à briser le cycle de la pauvreté dans une des sociétés les plus inégalitaires du monde. Chez Ubuntu, nous avons un modèle du berceau à la carrière. Nous commençons avec des mères séropositives. Et je suis fière de dire que nous avons un record de réussite à 100% en donnant naissance à des bébés séronégatifs. Nous commençons avec la mère. Ensuite, nous nous occupons de l'enfant dans ce que nous appelons notre premier programme de 1000 jours. De là, ils entrent dans notre école primaire, puis notre lycée. À 15-16 ans, nous les divisons en 2 filières, soit la formation professionnelle ou l'université. L'objectif final, c'est d'avoir un revenu stable et être un bon citoyen. Aux bénéficiaires qui viennent majoritairement de milieux défavorisés, Ubuntu Pathways donne accès aux soins aux mères et aux enfants, ainsi qu'à une aide alimentaire régulière. La plupart d'entre eux viennent de milieux défavorisés et la plupart des parents ne travaillent pas. Ils sont dépendants des aides sociales. Alors chez nous, ils ont la possibilité d'avoir des colis alimentaires à la fin de chaque mois. Ils fréquentent également notre clinique. Ici, nous essayons de couvrir tous les besoins de l'enfant et de son entourage. Les effets du système d'apartheid qui offrait une éducation inférieure aux Sud-Africains noirs se font encore sentir. Lobogang Gobodo, enseignante et ancienne élève de l'école, est heureuse de faire partie de cette organisation qui offre une chance aux enfants. J'avais l'impression de revenir à la maison quand j'ai trouvé un emploi ici. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour moi de donner aux enfants ce qu'ils méritent. C'est une façon de rendre à la communauté. Ubuntu Pathways, qui pourrait facilement être confondu avec une école sud-africaine coûteuse et gratuite. Son budget annuel est de 7 millions de dollars. Il est financé par des philanthropes et des entreprises locales. Seuls les enfants vivant dans un rayon de 7 km y sont admis. L'organe de lutte contre l'immigration clandestine en Libye a renvoyé mardi au Nigeria 165 personnes dans le cadre officiellement d'un retour volontaire. Parmi elles, 90 femmes et 9 enfants en bas âge regroupés avant leur départ dans une salle du centre de détention de Tariq al-Sika à Tripoli. Mardi 20 juin, des migrants irréguliers de nationalité nigériane ont été expulsés. Certains d'entre eux ont été arrêtés sur la voie publique alors qu'ils pratiquaient la mendicité. Le 14 juin dernier, l'organe de lutte contre l'immigration clandestine qui dépend du ministère de l'Intérieur a expulsé plusieurs dizaines de personnes vers le Tchad, selon un communiqué. Plusieurs autres rapatriements sont prévus la semaine prochaine. Environ 165 migrants irréguliers ont été renvoyés en coordination avec leur ambassade. Un autre vol aura lieu la semaine prochaine. Les opérations d'expulsion se poursuivent. La plupart des personnes qui se trouvent dans des centres de détention de la capitale libyenne ont été interceptées ou secourues en Méditerranée par la marine alors qu'elles tentaient d'atteindre l'Europe. Détenues dans des conditions effroyables, elles sont soumises aux violations constantes de leurs droits. Au Soudan, le nombre de personnes ayant fui les combats dépasse les 500 000 et celui des déplacés dans le pays atteint 2 millions, a révélé mardi le haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés. De plus, 25 des 48 millions de Soudanais ne peuvent vivre sans aide humanitaire. Filippo Grandi a appelé à un élan de générosité envers ce pays à Nairobi au Kenya à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. C'est une situation inquiétante parce que nous n'avons pas vu beaucoup de progrès. Peut-être aucun progrès jusqu'à maintenant dans les négociations entre les deux leaders, les deux généraux qui se battent dans le pays. Et nous assistons malheureusement progressivement à une destruction de ce pays.
Depuis le déclenchement des hostilités le 15 avril dernier, plus de 2000 personnes sont mortes selon l'ONG ACLED. Le chef de l'agence onusienne a exhorté les pays voisins du Soudan à être prompts à accueillir les réfugiés qui arrivent chaque jour à leurs frontières. Il y a un élément d'insécurité aussi qui risque de se répandre, de s'étendre autour de cette situation. L'appel que j'ai fait à tous les pays voisins est de dire « Je comprends vos soucis sécuritaires, mais s'il vous plaît, gardez vos frontières ouvertes parce que il s'agit vraiment de personnes qui fuient pour sauver leur vie. » Sur place au Soudan, l'armée et les paramilitaires en guerre pour le pouvoir ont repris les combats mercredi matin, peu de temps après l'expiration d'un cessez-le-feu de 72 heures. Des explosions, des tirs nourris et des obus ont frappé des quartiers résidentiels de Diling, au Kordofan Sud, à 500 km au sud de Khartoum.